Donc, au sommaire de cette réunion, on va vous refaire une petite présentation de l'équipe parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers mois. Néla nous présentera toute la partie planification sur l'application. Et puis, Maëlle nous parlera de tout ce qui est questions préliminaires, sous-traitance, validation du plan d'audit. Et enfin, on fera des brefs rappels sur les bonnes pratiques. Alors, d'abord, l'organisation de nos équipes. Oui, je vais prendre la main pour présenter le pôle audit. Donc, le responsable du pôle audit, c'est Tanguy Martin. Et avec Vincent Verzieux et Corentin Buffet, on est tous les trois chargés du suivi qualité de vos audits. Donc, vous nous avez sans doute, pour la plupart, déjà eu au téléphone ou par mail. Et on réalise aussi des audits en interne. Voilà pour la partie présentation du pôle audit. Et du coup, la présentation de l'équipe commerciale. Donc voilà, vous avez Jimmy en responsable, Cynthia en responsable commercial aussi, moi-même, Nella, Antoine, Laurane qui nous a rejoint. Dans le pôle communication, il y a Raphaël et pôle comptabilité, Dorothée. Bon, je pense qu'il y a toutes les infos. Vous avez même nos petites adresses mail si vous avez besoin de nous contacter. Oui, je vous les remets. Il y aura peut-être la possibilité, enfin, vous l'avez aussi dans votre, oui, le tableau de bord, exactement, de l'application. Du coup, je prends la main pour vous donner les étapes de la planification d'un audit. Donc voilà, vous avez grosso modo j'ai essayé de partager ça en deux personnes qui font les actions en fait dans cette planification. Il y a le pôle commercial et vous-même, les auditeurs, auditrices. Vous avez d'abord une proposition de mission qui vous est envoyée depuis l'application. Donc, c'est nous, le pôle commercial, qui vous l'envoyons afin que vous puissiez déterminer d'une date d'audit avec le client. Donc, toutes les informations, pour rappel, hein, c'est vraiment pour tout type d'audit. Vous avez toutes les informations du client qui se trouvent sur votre espace d'application d'audit. Donc, vous avez, ça c'est l'option audit de surveillance. Vous avez aussi à relancer le client pour qu'il puisse remplir son formulaire de mise à jour des informations qui se trouve sur l'application d'audit, sur l'audit en question. Je vais essayer de vous le montrer sur l'application en tant qu'admin. Donc, c'est pas du tout la même configuration, mais ça reste un peu similaire. Vous avez toujours votre onglet information et en fait, vous avez ici sur la droite changement depuis l'audit précédent et vous pouvez aussi relancer le client via ce bouton en fait qui lui envoie un mail automatique afin qu'il puisse le remplir sur son espace. Donc voilà, ça c'est une des missions aussi à remplir lors de la planification d'audit de surveillance. On a aussi, vous avez à disposition le champ commentaire de l'auditeur sur l'audit pour nous indiquer les informations nécessaires sur le suivi de la planification. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qu'on voulait vous présenter. Je reviens sur l'application. Et là, en fait, nous, on a en administrateur les commentaires pour l'admin, mais vous avez, vous, sur votre espace, le commentaire pour l'auditeur. Et là, vous pouvez nous indiquer, puisque nous aussi, on a la vue sur ce champ-là. Donc, nous indiquer, j'ai relancé le client tel jour, voilà, bien nous noter le jour, comme ça, nous, on ne vous relance pas. Si, par exemple, vous nous avez mis qu'au 16 janvier, vous avez fait une relance pour le client, on ne vous relancera pas, nous, de notre côté. On aura le suivi de la planification en temps et en heure. Ça, c'est assez pratique. Ça évite voilà, les mails, enfin, une surcharge de mails qu'on a, nous. Donc voilà, c'est quand même une nouveauté à prendre en compte. Et donc, du coup, vous nous envoyez un mail dès la confirmation de la planification avec les dates et l'adresse du lieu d'audit. C'est vrai que parfois, les clients n'ont pas la même
la même adresse que le siège social. Donc, nous, il faut qu'on remette à jour votre ordre de mission. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose à nous mettre lors des planifications. Comme ça, nous, on ne revient pas dessus et vous avez la certitude aussi de l'adresse, ce qui est pas mal. Et puis, nous, ensuite, on planifie directement sur l'application vos audits. Voilà pour la planification. On avait un point aussi pour les replanifications. Donc, c'est vrai qu'on a une règle chez Certivopac, c'est de ne pas convenir d'une nouvelle date avant qu'on ait confirmé cette replanification auprès du client, car il peut y avoir des frais supplémentaires qui peuvent être appliqués selon les cas. Donc, je vous invite à regarder nos CGV pour plus d'informations. Et ce qu'il faut faire, en fait, vraiment pour des replanifications chez nous, c'est avoir que nous, on puisse avoir la replanification de la part du client, par mail, par exemple. La transmission, donc vous nous en transmettez l'information. Ou le mieux, c'est d'avoir aussi la confirmation du client de sa part. Ensuite, on traite le dossier, tout simplement. Donc, on regarde s'il y a des frais qui s'appliquent. Si c'est un cas de force majeure, du coup, il n'y en aura pas. Donc, on traite le dossier en interne. Vraiment, on gère la replanification. Et après, on vous invite à recontacter pour replanifier d'une date d'audit. OK. Bon, je vais reprendre la main sur la partie, donc des questions préliminaires. Donc, vous avez pu voir que l'application évolue continuellement et donc, on vous en avait déjà parlé, vous l'avez déjà testé, hein, ces questions préliminaires qui sont en place depuis quelque temps déjà, mais c'est pour vous refaire un rappel de leur importance. En fait, ces questions, il faut savoir qu'elles sont, reliées au planning d'audit en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous modifiez une réponse à une question, elles vont modifier, le planning d'audit. Et elles vont aussi modifier certaines questions dans la grille, mais ça, c'est pas le sujet, du jour, c'est surtout sur le planning d'audit. Donc vous avez, par exemple, la question, proposez-vous, des formations, inscrites au RNCP, par exemple, qui va venir directement impacter les indicateurs 3, 7, 16. Si vous répondez oui, ils vont rester, en fait, ouverts. Si vous répondez non, ils vont se rayer automatiquement. Petite précision, actuellement, on a un bug qui persiste. Peut-être que la mise à jour, vous ne la voyez pas instantanément. En revanche, nous, quand on valide votre planning d'audit, la mise à jour se fait. Donc on valide un plan d'audit qui est totalement, conforme, aux réponses, des questions préliminaires. Donc l'importance de ces questions, c'est qu'elles doivent être complétées en amont avec le client pour que vous puissiez après valider le planning d'audit. Donc normalement, il y a un blocage. Alors je ne sais pas s'il fonctionne tout le temps, mais normalement, il y a un blocage pour que, vous ne puissiez pas valider un planning d'audit sans, questions complétées. On vous conseille de refaire un tour de ces questions le jour J de l'audit avant de commencer la revue des indicateurs, puisqu'il peut y avoir éventuellement quelques modifications, qui peuvent avoir eu lieu. Je pense notamment à la sous-traitance, c'est-à-dire que si vous avez préparé l'audit, 3 mois avant, vous avez rempli le planning d'audit et le jour J, entre-temps, le prestataire a fait appel à des sous-traitants. Voilà, refaites un tour des questions pour être bien sûr qu'il est ou non des sous-traitants et qu'il faut bien, auditer l'indicateur 27 et les répercussions que ça peut avoir sur d'autres indicateurs également. Donc ça, c'est pour la partie questions préliminaires. Ensuite, je voulais vous refaire, un tour d'horizon, donc des différentes étapes nécessaires pour valider un planning d'audit pour un audit de surveillance, puisqu'on a souvent en fait des questions, des mails, que vous nous envoyez en nous disant: «Ah, j'arrive pas à valider le planning d'audit pour cet audit, je ne sais pas pourquoi» et cetera. Donc je voulais vous refaire, le point des étapes nécessaires. Donc, je veux bien la slide Oui. suivante, s'il te plaît, merci. Voilà, donc pour pouvoir valider un planning d'audit, donc c'est surtout pour les audits de surveillance, hein, parce que c'est ceux qu'on a le plus actuellement. Il faut tout d'abord que, le pôle commercial ait effectué sa revue. Donc ça, par contre, vous n'avez pas l'info si la revue est bien, effectuée.
Normalement, elle est effectuée au moment où on vous missionne, mais ça peut arriver qu'elle n'ait pas encore été faite et à ce moment-là, vous allez être bloqué, vous allez avoir un message d'erreur, heu, vous disant que l'étape 1 n'a pas été réalisée et vous ne pouvez pas valider. Donc ça veut dire que la revue n'a pas encore été faite et qu'il faudra peut-être revenir dans quelques jours pour, valider le planning d'audit. Il faut également, donc c'est ce que vous disiez Nella, que le formulaire de changement ait été complété par le client. Ça, c'est un second blocage. Vous ne pouvez pas valider le planning d'audit si ce formulaire n'a pas été correctement renseigné par le client. Justement, Maëlle, pour te compléter, le formulaire est nécessaire à la revue, en fait. Donc, Oui, c'est pour ça oui, voilà, tout que est imbriqué. oui, Donc, oui, vas-y, réexplique, Nella. Donc, toi, tu ne peux pas faire ta revue tant que tu as pas le formulaire complété. exactement. Une Voilà, fois donc, qu'on a le formulaire rempli de la part du client, on fait la revue et c'est tout de suite, enfin, il y a un déblocage, du moins, par rapport au plan d'audit. OK. Ouais, donc parfois, des missions sont confiées, alors qu'on n'a pas encore, eu le formulaire puisque toutes ces étapes, arrivent, au fur et à mesure, de la prise en compte des dossiers, hein, par le pôle commercial. Donc vous missionnez l'auditeur et les formulaires sont pas forcément encore remplis par les clients, donc la revue n'a pas pu être effectuée. Et bien sûr, faut que l'audit soit planifié, du coup. Oui, donc Heu, ah oui, donc c'est également, une mais notion importante de que toute l'auditeur manière, ait planifié l'audit avec le client. c'est ça, il y a n vraiment 2 choses à faire, c'est la planification en tant que telle avec le client et que le formulaire soit rempli. Dès qu'il y a ces 2 éléments de fait pour l'audit de surveillance, nous, par la suite, c'est débloqué. Enfin, du côté commercial, du moins. Oui, voilà, donc du côté Mmh. commercial et nous, ben, voilà, ce qu'on rajoute, ce sont les questions préliminaires dans ce que je vous ai dit juste auparavant et à partir de là, vous pourrez bien valider le planning d'audit. Le rappel que Cynthia vous a fait, sur la je crois dans un commentaire, heu, ou Nella, tu l'as dit à l'oral, je ne sais plus. Le formulaire de changement donc n'est accessible par le client que 12 mois après la date de certification. Donc, c'est-à-dire 2 mois avant le début de la période possible de l'audit de surveillance. Donc il ne peut pas le compléter avant et un nota bene aussi, mais ça vous le connaissez, depuis longtemps, celui-ci, le test technique doit être renseigné également pour pouvoir valider le planning d'audit. Ça voudrait dire que vous ayez bien fait le test technique avec le client. Pardon, j'ai peut-être, Non, ça va. ça va. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, Raphaël, par rapport à ces sujets déjà? Il y a eu juste une question qui a été répondue par Corentin et Vincent, à savoir que le plan d'audit est fait longtemps à l'avance. C'est pas un problème, il est validé en interne chez Certicopac et le client y a accès même 9 mois avant. Mmh, d'accord. OK, donc c'est vrai que par contre, 9 mois en avance, ça risque d'être compliqué pour un audit de surveillance Oui, non, c'était de manière puisque générale la question. oui, d'accord. OK, donc je vais passer à la partie, sous-traitance et pratiques d'audit puisqu'on a, quelques questions, d'auditeurs. On voit quelques pratiques sur les grilles qu'on vérifie avec, Corentin et Vincent. Donc quelles sont les bonnes pratiques à avoir? En fait, la consigne aujourd'hui, c'est de dire, en fait, le cas qui se présente pour vous refaire, vous contextualiser, cette question, c'est que, souvent, enfin, c'est assez fréquent, en audit de surveillance, vous allez auditer des personnes qui, depuis l'audit initial, n'ont réalisé aucune prestation et elles n'ont réalisé des prestations qu'en tant que sous-traitant pour un autre organisme de formation. Donc vous n'avez pas possibilité d'échantillonner une formation. Heu, Ce qui signifie que, ça peut devenir compliqué de trouver, des éléments de preuve. Donc la consigne à retenir, c'est d'auditer, que ce que, l'organisme de formation a fait, comme on dit, en direct avec le client. Donc ce qu'il a fait, en tant que sous-traitant pour un autre OF,
entre Ouais. guillemets, ça ne nous concerne pas parce que nous auditons les processus de l'organisme de formation que nous auditons. Donc la consigne à aujourd'hui, c'est, s'il n'a pas fait de formation, en direct, on reste sur, les processus, qu'il a mis en place, même s'il n'a pas pu les appliquer et puis après, bien sûr, vous auditez, tout ce qui est censé vivre, la veille, le développement des compétences et cetera. Ça, il faut bien passer dessus et c'est ce qui sera, sans doute le plus important, pour ce type d'audit. Heu Une mention importante, vous savez, vous avez entendu parler d'un décret à venir sur, les règles sous-traitance, donc on n'a pas plus d'infos pour le moment. Donc, on attend la publication de ce décret pour voir s'il faut ajuster les pratiques, d'audit, en question. Voilà pour la sous-traitance. On fera un retour de toute façon, si besoin par rapport aux informations qui sortiront. Tu as dit j'ai pas compris la fin de la phrase, excuse-moi? On fera un retour à tous les auditeurs Oui, bien par sûr, rapport aux informations qui seront dès qu'on données aura dans le oui, texte. tout à fait. Et bien, du coup, on peut enchaîner sur les bonnes pratiques, les petits tips à avoir pour réaliser un audit. Alors oui, on a une nouveauté pour lors des envois d'ordre de mission. C'est un fichier ICS qui vous permet en fait de rentrer vos audits sur votre calendrier, votre agenda, votre emploi du temps, voilà. Que ce soit Outlook, je pense que ça prend en compte celui que vous avez. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez organiser, enfin mettre votre audit tout de suite sur votre calendrier, tout simplement. Maëlle, je te laisse enchaîner Oui. sur la suite. Oui, en fait, excusez-moi, je voulais me connecter pour vous montrer, le correcteur orthographique, Google. Alors, parce qu'en fait, maintenant qu'il y a des commentaires, vous savez, les points forts, les points sensibles, commentaires général lorsque vous validez une grille d'audit, il y a souvent, des fautes d'orthographe qu'on est obligé de corriger, pour donner un rapport qui soit, ben, correct au niveau orthographique, pour le client et je voulais vous montrer, comment activer, voilà, une petite aide qui pourrait être intéressante sur le correcteur orthographique. C'est-à-dire que ça va souligner en rouge, les mots qui seraient pas correctement orthographiés. Alors peut-être pas tous, hein, puisque ça prend pas tout ce qui est grammaire, syntaxe forcément, hein et voilà, je me connecte juste, sur, une page pour vous montrer en partage d'écran. Donc en fait, pour l'activer et vérifier qu'il soit bien actif, il suffit de vous mettre dans un des pavés d'écriture, dans la grille d'audit par exemple ici. Ici normalement, il faut cliquer à droite et activer, le correcteur Google. Je vais voir si j'essaye ici. Bon bah voilà, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Non? Peut-être essayer de taper du texte, Maëlle. Merci Raphaël. Donc effectivement, on le voit maintenant ici, correcteur orthographique, français. Donc il s'affiche ici. Voilà, il suffit juste d'activer ça, en fait et dès qu'il y a une erreur, ça va nous la souligner en rouge, en fait et essayer de bien corriger les fautes, dans les commentaires qui sont adressés aux clients. Un petit mot sur les dossiers en deadline, c'est-à-dire que alors ça, c'est pas très fréquent, hein, mais ça peut arriver que vous ayez des dossiers qui arrivent, aux 3 mois, hein, je parle pour des non-conformités majeures. Qui arrivent aux 3 mois et pour lesquels le client soit n'a pas déposé d'éléments de preuve, soit a déposé des éléments qui ne conviennent pas, donc vous n'avez pas validé la conformité et on arrive aux 3 mois et rien n'a été fait et donc nous, on va devoir prononcer, un refus. Donc ce qu'on vous demande sur ces dossiers, bien précis, c'est de valider le traitement post-audit, donc en cochant, non conforme sur l'application et valider le traitement post-audit, le jour J ou le lendemain de cette échéance pour qu'après nous, on puisse envoyer rapidement le refus au client. Qu'on soit dans les délais par rapport à ça puisque on doit le notifier rapidement au client. Voilà pour cette, bonne pratique. Et du coup, on a un petit rappel du numéro du standard, si vous avez besoin de nous contacter.
C'est souvent Antoine qui vous répondra. Après la réunion d'harmonisation, quand on aura déposé le replay sur l'application, vous devrez nous indiquer que vous avez bien suivi cette réunion. Donc, vous aurez un petit pop-up qui s'affichera avec la petite mention du nouveau sur votre espace. Et en cliquant sur « Je consulte », vous pourrez cocher que vous avez participé à cette réunion d'harmonisation. C'est important pour nous pour suivre nos auditeurs. Alors, du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Il y a eu pas mal de questions quand même dans le chat. On devrait avoir le temps d'y répondre. Alors, je vais en commencer par quelque chose d'assez simple. Il y avait une question par rapport au fichier ICS, Néla, que tu as présenté, sur l'usage. Comment on utilise ces fichiers ICS? Alors, il suffit de... C'est dans votre mail d'envoi d'ordre de mission. Vous l'avez, vous cliquez dessus et normalement, ça vous redirige sur votre calendrier, ce que vous utilisez en termes d'emploi du temps. Et puis après, vous suivez... Enfin, ça vous propose en fait de créer je sais pas comment ça peut s'appeler, Un rendez-vous? un rendez-vous, voilà, c'est ça, pour le jour avec l'amplitude horaire de l'audit en question sur votre calendrier. On a eu des questions par rapport à des clients qui n'auraient pas fait de formation en direct avant l'audit de surveillance et qui, du coup, ne souhaiteraient pas réaliser cette audit de surveillance. Quelle est la pratique à suivre pour un auditeur? Effectivement, s'ils ne souhaitent pas faire l'audit de surveillance, on a un process bien précis par rapport à ça. Donc, il faut absolument qu'ils se rapprochent de nous. Et puis après, on va traiter en direct avec lui. Voilà, il faut juste lui dire qu'il se rapproche du service commercial et audit, hein, les deux en copie. Il nous envoie un mail et puis après, on prend contact avec lui pour voir exactement pourquoi et déterminer les conditions et voir s'il faut arrêter ou pas. Donc, assez simple. L'auditeur Oui. vote en touche et renvoie vers sa petite PAC. Oui, c'est ça. On a une question d'Emmanuel par rapport à ce que tu as expliqué sur la sous-traitance. Emmanuel, peut-être que vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer. Oui, merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, on vous Alors, entend. écoutez, en fait, je vous dis ça parce que j'ai rencontré effectivement un organisme de formation qui, en fait, a été créé il y a peu et qui, comment dire? Et qui a été créé par un cabinet d'avocats pour répondre aux besoins de formation en droit de la sécurité sociale et droit, voilà, droit de la formation en général. Or, cet organisme de formation entre exactement dans le cas, précisé par Maëlle précédemment, à savoir que pour l'instant, cette OF ne remplit que des missions de sous-traitance auprès d'autres organismes et d'autres entreprises dans le cadre des formations, dans le cadre de formations qu'il dispense, cet organisme, et n'a pas encore véritablement, au titre de cet organisme de formation, effectué des actions de formation. Donc, nous sommes exactement dans ce cas précis. Et la question que je posais avait à voir avec le fait que la posture que vous semblez indiquer que nous devrions avoir dans un tel cas serait comme celle indiquée pour un nouvel entrant, où nous ne pourrions pas effectivement évaluer ou auditer la mise en œuvre des actions de formation, mais le processus et la veille. Oui. Et l'exploitation de la veille. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut procéder? Est-ce que c'est Oui, en cela fait, qu'il faut avoir à l'esprit en termes d'indicateurs? C'est ça, il faut rester sur le bon sens. Il faut repasser bien sûr sur tous les indicateurs, Ouais. puisque c'est une obligation, hein, sur l'audit de surveillance. S'il n'a pas pu mettre en œuvre certaines mesures, puisqu'il n'a pas fait de formation, bah, vous réauditez les process mis en place. Peut-être qu'il les a D'accord. fait évoluer, hein, depuis l'audit initial, on ne sait pas.
Donc, vous réauditez les process mis en place. Et puis, bien sûr, la veille, il faut qu'elle ait vécu. Il ne faut pas qu'il nous montre un tableau de veille comme celui de l'audit initial. Entre-temps, là, il faut par exemple que ça ait vécu. L'entretien, le développement des compétences, ça, il n'en est pas exempté, bien entendu. Mais voilà, tous les indicateurs sont bien réévalués, mais avec la matière qu'on a, en fait. Je comprends. Quand vous dites qu'un tableau de veille ne suffit pas, est-ce que des commentaires figurant de ce tableau de veille permettant de voir si, effectivement, en termes d'exploitation, la personne a mené une réflexion, sur sa Oui, veille quand je dis et un des tableau de résultats veille possibles? vierge ne suffit pas. Voilà, parce que Ah oui, souvent, d'accord, pardon, nous sommes quand d'accord. l'indicateur 24, quand ils sont nouvel entrant, c'est que les sources et pas forcément l'exploitation qui est regardée. Donc là, il faut que voilà, qu'on puisse aller plus loin sur l'audit de surveillance. Merci Oui, beaucoup. Maëlle, je peux intervenir? Oui, tout à fait. Oui, bonjour à tous, c'est Tanguy Martin. J'interviens juste pour en complément de ce que présente Maëlle et par expérience aussi parce que j'ai eu observé des audits l'année dernière en étant observé aussi par le COFRAC. Donc le COFRAC, c'est l'institution qui valide notre accréditation et qui la maintient dans le temps. Et donc, on s'est retrouvé face à des situations où justement on avait des organismes, que ce soit en audit initial ou en audit de surveillance, qui n'avaient pas d'activité de formation, enfin qui n'avaient pas eu d'activité de formation. Soit on avait le cas où c'était des organismes qui travaillaient uniquement en tant que sous-traitants pour d'autres organismes, ou soit tout simplement pas de formation. Alors déjà, il y a une question de Michel Binot à laquelle je vais répondre parce que voilà, il y a eu deux remarques et en fait, je vais tout de suite répondre, c'est que déjà, nous, sur la loi, sur le référentiel, euh, notre rôle, c'est pas de contrôler l'organisme sur est-ce qu'il a fait des formations ou pas. Il n'y a rien dans le référentiel qui oblige un centre de formation à faire des formations. Alors, ça peut sembler bête dit comme ça, mais donc, du coup, nous, on n'a pas de décision à prendre par rapport à la validité du certificat sur, bon, ah bah, il n'a pas fait de formation depuis l'AI, on va le suspendre ou je ne sais quoi. Euh, Effectivement, ça peut poser des questions sur, bah, en fait, au final, le certificat, qu'est-ce qu'il vaut? Mais ces questions, c'est pas à nous d'y répondre et on n'a pas les moyens au final pour y répondre. Ça, c'est plutôt de l'État qui a créé ce référentiel et ces textes de loi qui encadrent tout ça. Donc nous, on ne pourra pas vous fournir plus d'informations là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est faire le job, c'est-à-dire vérifier l'application du référentiel. Et donc, dans les situations qu'on va voir, on se retrouve avec des audits process au final, parce qu'on n'a plus on n'a pas de pratique devant, il n'y a pas eu de dossier de formation échantillonné. Donc là, ouais, on reste sur du process. Alors le client, comme Maël le dit, comme Emmanuel a échangé là-dessus, on est sur du faux nouvel entrant, c'est-à-dire que on va, euh, on va auditer, on va auditer quelqu'un que sur du process. Il y a certains indicateurs pour lesquels on n'aura pas d'infos, parce que s'il n'y a pas de formation qui ont été mises en œuvre, on ne va pas mettre des écarts alors que la personne, elle n'a pas pu bosser. Parce qu'il ne faut pas non plus voir ça. Il y a des organismes, vraiment, ils n'ont pas pu bosser, c'est pas de leur faute. Alors il y en a, oui, il y a des cas où il peut y avoir de la fraude, très bien, mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de travailler. Et ces gens-là, on ne peut pas les pénaliser non plus vis-à-vis du respect du référentiel. Sur les cas de la viabilité du NDA, on peut très bien continuer à déclarer un BPF à zéro et puis conserver son NDA. Après, ça dépend des préfectures, enfin leur rôle derrière tout ça. Bon, on a quand même pas mal de suspensions ou de retraits de NDA depuis l'année dernière. Mais après, voilà, nous, notre rôle, il s'arrête là. On fait notre audit. Bon, on prend ce qu'on a et c'est tout, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, nous, pour donner un dernier exemple, donc l'audit du COFRAC pour lequel on a été observé, donc c'est un de nos clients, il était en audit initial, donc il n'était pas nouvel entrant, c'est un organisme de formation qui existait déjà depuis 2 ans, je crois, ou un an et demi. Et c'était un client donc, qui prévoyait de faire une formation en direct, mais qu'il n'avait pas encore mis en place, et qui faisait principalement de la formation en tant que sous-traitant. Eh ben, on l'a audité, on n'allait pas auditer ses formations en tant que sous-traitant parce qu'il n'est pas maître de son process, c'est son donneur d'ordre qui est maître du process. Donc, quel intérêt? Et en fait, le risque, c'est d'aller trop loin, de mettre des non-conformités, et en fait, derrière, de ne pas pouvoir les assumer, de ne pas pouvoir les lever parce que le client n'en aurait même pas été responsable. Donc, on l'a audité sur du process. On a audité en anticipation la formation en propre qui prévoyait de mettre en œuvre. C'est des audits qui sont assez frustrants, qui ne sont pas forcément faciles, mais on n'a pas été pénalisé
pour ça par l'instance d'accréditation. Et ils l'ont compris, ils nous ont pas mis de non-conformité sur cette pratique. Voilà. Donc je vous invite, malgré ce que vous pouvez en penser, à faire preuve de bon sens là-dessus et surtout en fait, non pas de privilégier l'affect, mais de toujours vous rapprocher au référentiel et de vous dire, bon bah voilà, le référentiel, il y a ça. Si on n'a pas l'info et que c'est pas de non-conformité, ben on avance et puis c'est tout. Là, on est dans un autre cas, mais si en surveillance, on arrive, il y a eu une formation et puis il manque des éléments, bah, bien sûr, on découle sur de la non-conformité. Je ne vais pas m'étaler, j'ai déjà, j'ai déjà bien interrompu le sujet, mais c'était juste en complément pour clarifier. Merci. Oui, mais c'est important, merci Tanguy de clarifier ce sujet puisqu'on a, voilà, on a de plus en plus de questions et on voit des pratiques sur les grilles et il fallait qu'on puisse vous donner notre consigne sur le sujet. Alors, on a encore un petit peu de temps, donc si vous avez des questions à nous faire remonter dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. J'ai vu pas mal de réponses de Corentin, Vincent, Cynthia. Est-ce qu'il y aurait des questions que je n'ai pas vu passer et qu'il faudrait qu'on aborde? Corentin, par exemple, non. est-ce qu'il y a des questions qu'il faut qu'on aborde, qui seraient passées dans le chat? Je suis en train de regarder également de mon côté dans le chat, mais ça a l'air d'avoir été répondu par l'équipe. Alors, on a une question de Fabienne par rapport à la posture de l'auditeur. Fabienne, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer votre question? Oui, bonjour à tous. Lors de mon dernier AS, il y a eu des non-conformités et pourtant, c'est des choses qui auraient dû être vues à l'audit initial. Donc, le client n'était pas mécontent, mais était un peu dans l'incompréhension. Des choses simples, hein, comme le règlement intérieur, comme la collecte de satisfaction de l'entreprise commanditaire, enfin, des choses qui n'ont pas été relevées. Alors, est-ce que c'est dû à la plateforme qui est plus complète aujourd'hui? Et moi, voilà, ma posture était un peu délicate. Je ne voulais pas critiquer, bien sûr, l'auditeur initial, mais c'était, voilà, je voulais savoir un peu la posture. Donc, j'ai mis l'accent sur la plateforme qui nous permettait d'avoir une approche plus approfondie. Alors, je me permets de répondre. Oui, Pour le coup, volontiers. je vous vole le sujet, désolé. Alors, il arrive hein, que, bien sûr, on est conscient que ce genre de cas peut survenir. Alors, la posture à adopter, premièrement, alors, on va éviter en fait systématiquement de dire au client, l'auditeur, il n'a pas fait son boulot, il a mal fait son boulot, ou machin. En fait, ça, c'est un sujet qu'on va régler entre nous derrière. Voilà, parce que forcément, le client, moi, ce qu'on leur dit souvent, c'est que ils nous les font, ces genres de retours. Ils reviennent vers nous, ils nous disent, moi, je comprends pas, j'ai eu ce genre de résultat à l'audit initial, j'ai eu un résultat différent à l'audit de surveillance alors que je pensais que tout était bon. Forcément, ça crée des situations, il y a un petit peu un malaise qui s'installe. Et donc nous, ce qu'on répond déjà, c'est on échange avec les clients sur les indicateurs qui pensaient conformes et on les repositionne par rapport au référentiel. Votre rôle, c'est tout simplement de repréciser, de remontrer le référentiel, de dire écoutez, moi voilà, j'étais pas là à l'audit initial, c'est pas moi qui ai fait l'audit. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qui a été vu, et ça c'est la réalité, vous ne savez rien de l'audit initial, à part ce que le client va vous dire. Et on n'a pas l'autre auditeur pour aussi présenter sa version du contrôle. Donc après, derrière, moi ce que je vous propose, ça c'est que si vous avez des questionnements, c'est de le voir à l'issue de l'audit et d'en échanger avec nous. Vous expliquez au client, on va dire écoutez, moi j'ai un référentiel, ce référentiel il est public, vous le connaissez. Moi, je balaye mon référentiel. Donc, tout simplement, je fais ce qu'on me demande de faire. Il y a des indicateurs, des points de contrôle à vérifier. Je les vérifie. Alors maintenant, s'il y a des choses qui n'ont pas été vues à l'initial, je vous laisserai en discuter. Peut-être, on va déjà les inviter à remonter l'info auprès de nous, mais forcément, on va la voir aussi de votre côté. Et puis c'est tout. On va pas aller plus loin, dire ah l'auditeur il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, machin, parce que ça va encore envoyer une autre image au client qui est pas forcément très agréable parce qu'il va se dire mais ils savent même pas se mettre en accord eux-mêmes. Et il peut arriver que depuis 1 an et demi, 2 ans, le référentiel il a évolué, il a changé au moins 5 fois de version. Il y a des interprétations qui aient évolué, qui se sont consolidées avec le temps. On est sur des audits qui sont tout récents. Donc
forcément, on commence à constater dans certains cas des décalages entre ce qui a été contrôlé en audit initial et puis l'exigence qu'on a affinée en surveillance. Et c'est plutôt ça qu'il faut avoir tendance à expliquer aux clients, c'est de leur dire, mais là, voilà, le référentiel, depuis le dernier audit, il a quand même évolué. Alors, certes, ça n'excuse pas tout. Maintenant, voilà, vous êtes dans votre posture, vous passez en revue votre référentiel, et s'il y a des points pour lesquels le client il n'est pas d'accord parce que lui, il juge qu'il respecte tel indicateur et que vous jugez que ce n'est pas le cas, il est libre de nous remonter l'info, mais voilà, nous, on saura statuer derrière si jamais il y a besoin. Alors, jusqu'à maintenant, les choses ont toujours su se régler en audit, ce qui est très bien. Voilà, maintenant, si vraiment il y a un cas où le client, il est dans le, comment dire, il est, il est dans le refus total d'admettre les résultats et l'évolution de tout ça, on interviendra. On interviendra. Maintenant, aujourd'hui, on a toujours réussi à trouver quand même un accord en termes d'explication le jour J. Je trouve que les auditeurs ont toujours réussi à jouer le jeu, mais ne prenez pas comment dire, ne prenez pas le défaut de rejeter la faute sur l'ancien auditeur ou sur le machin autre parce que ça ne jouera pas en votre faveur et le client le verra. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le piège à éviter. C'est vous restez dans vos bottes, dans votre truc. Ce qui s'est fait après, avant, vous ne le savez pas au final. Et c'est ce qu'il faut leur dire. Écoutez, moi, j'étais pas là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre avec le référentiel. On reprend par rapport, voilà, ce qui a levé et puis moi, ce que je constate. Et puis s'il y a des choses, on le verra nous, on le verra plus loin. Malheureusement, on a eu, on n'avait pas le même outil en audit initial. Il y a 2 ans, s'il y en a qui étaient encore avec nous, rappelez-vous, on avait des fichiers Excel, on avait un outil qui n'était pas autant fiabilisé que maintenant. Et donc, un auditeur, nous, il pouvait très bien mettre conforme sur une grille avec des éléments de preuve. On n'en savait rien, nous, s'il avait basculé, s'il avait vérifié, comment dire, s'il avait bien vérifié, par exemple, tous les éléments du règlement intérieur. Nous, s'il nous écrit qu'il a juste vu son règlement intérieur et puis qu'il a mis conforme, voilà. Et puis en fait, derrière, on se rend compte que on a eu besoin de faire une V2 de notre grille et puis de noter tous les points de conformité pour s'assurer qu'il n'y a rien d'oublié. Et ça c'est unique hein, chez tous nos confrères. On n'a personne qui va autant sur la précision de tous les points de conformité de chaque indicateur. Donc maintenant, moi, je suis quand même bien plus à l'aise là-dessus, mais voilà, forcément, on risque encore, je ne vous le cache pas, on risque encore de revoir certaines situations comme ça. Vous pouvez y être confronté. Donc voilà, tout de suite, il faut rassurer le client et lui expliquer, de toute façon, le référentiel, il va évoluer, il va se durcir avec le temps. Donc, faut pas non plus monter dans les tours s'il y a des non-conformités. C'est pas grave, une non-conformité. Ce qui est grave, c'est de ne pas réussir à la traiter, de ne pas s'améliorer dans le temps. Voilà. On a une question de Michel, toujours sur la posture et les actions adoptées par rapport au contact avec l'auditeur qui a réalisé l'AI. Michel, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer? Oui, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Oui, là, je vais faire donc un audit de surveillance pour la première fois là pour Certifopac. Donc j'ai pas de recul là sur la façon dont ça fonctionne chez vous. Et donc c'est une question que je me posais. Est-ce que pour l'audit de surveillance, il est préconisé ou pas au sein de Certifopac de prendre contact avec l'auditeur qui a amené l'audit initial? Dans l'idée, pourquoi pas, de se coordonner justement entre auditeurs et d'avoir un petit peu une même lecture, une même grille d'interprétation ou pas. Enfin bon, c'est une question que je vous pose. Alors, Michel, je me permets de répondre. Merci pour cette question. Vincent a déjà du coup apporté un élément de réponse dans ce sens dans le fil de discussion. En fait, c'est très simple, c'est que sur un cycle de certification, si l'auditeur change entre l'audit initial et l'audit de surveillance, on ne va pas le conseiller parce qu'en fait, vous allez avoir un premier jugement sur l'organisme avant même d'avoir réalisé votre audit. Et vu que nous, on a des grosses exigences en termes d'impartialité, c'est vraiment quelque chose qu'on n'accepte pas, en fait, qu'on n'autorise pas, pour que vous puissiez arriver en fait avec un œil neuf
chez l'organisme et pas déjà, parce qu'on n'est jamais à l'abri en fait des conversations off qu'il peut avoir. Peut-être que l'ancien auditeur peut dire ah bah attention, là c'était compliqué, j'ai eu l'impression qu'on m'a caché un truc et ci et ça. Et en fait, malgré nous, même si on part d'une bonne intention, on va arriver avec des présupposés. Et donc pour l'impartialité, justement, on ne va pas contacter l'auditeur de l'audit initial. Et de toute façon, on n'en a pas besoin. Honnêtement, on n'en a pas besoin. Sur le retour d'expérience des audits de surveillance, c'est pas la première fois qu'on en fait. Ça fait déjà depuis un an qu'on a commencé. Et on s'est jamais retrouvé au pied du mur à se dire, oh là là, il faut absolument qu'on contacte l'auditeur du précédent audit pour avancer. Donc forcément, il n'y a pas besoin. Je sais que quand c'est les premières fois qu'on réalise l'audit de surveillance, bah, on est un petit peu déconcerté parce qu'on se dit bah, comment ça va se passer? Il y a déjà un historique qui a été fait. Si moi je donne un avis différent, va falloir que je le justifie auprès du client s'il n'est pas d'accord. C'est un peu le jeu. Voilà. On est aussi avec des clients qui oublient ce qu'ils ont vécu lors de l'audit initial. Alors ça, des fois, on l'a souvent, hein, c'est des clients qui disent ah mais ça, je me souviens pas qu'il fallait faire ci, faire ça. Alors on est dans de la pédagogie. Il faut encore réexpliquer. Ben, il faut faire ci parce que ça, parce que les conséquences sont telles conséquences, parce qu'il y a tel risque qui est véhiculé derrière. Et donc, ben voilà, l'auditeur, il va avoir un petit peu ce rôle explicatif pour justifier aussi son contrôle, pourquoi il le fait comme ça, et puis bah, pour rassurer derrière que bah, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est ce qu'on attend du référentiel et de la conformité. Ouais, c'est Voilà. le critère de l'impartialité en fait que vous privilégiez, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, l'impartialité, c'est une exigence qui nous incombe dans le cadre de notre accréditation. Donc, ça va se découler sur beaucoup de thématiques, hein, bien sûr les audits, mais nous aussi en interne, ça va générer aussi des exigences d'impartialité que je ne vais pas détailler là, mais voilà, ça se découle un peu partout. D'accord. Oui, et voilà, il y a un commentaire de Grégory. En fait, voilà, il y a aussi des OF qui vont en jouer, qui vont dire ah mais je comprends pas, tout s'était bien passé en audit initial, et ils jouent sur le fait que l'auditeur soit différent pour des fois essayer un petit peu de gratter la conformité, puis mettre un petit peu en doute l'auditeur. L'audit, je vous rappelle, hein, c'est du théâtre, c'est vraiment un jeu d'échange et d'argumentation, et on peut être face à des personnes qui sont vraiment de très bonne volonté et avec un argumentaire professionnel correct, et d'autres qui vont essayer, c'est de la négoce, c'est de la négociation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins compétents, moins performants que d'autres, mais c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Ils vont essayer de négocier, ils vont essayer de voir comment l'auditeur réagit en face. Voilà, on est dans un échange, on est dans un système de questions-réponses. Et bah voilà, ça peut arriver. Donc, quand c'est comme ça, bah, vous dites juste, bah, moi je fais mon boulot, je fais mon référentiel. Et puis derrière, voilà, s'il y a des choses, je ferai remonter un Certifopac. Mais de toute façon, partez sur le constat que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas été là lors de l'audit initial, donc vous ne pouvez pas donner un avis ni un jugement. Et vous ne pouvez en aucun cas, voilà, si on vous dit quelque chose, vous n'avez qu'à répondre, écoutez, moi j'étais pas là, je ne peux pas vous dire si c'était comme ça ou pas, je ne peux pas vous le confirmer. Donc s'il y a quelque chose, il faudra revenir vers Certifopac. Encore une fois, ça, c'est des cas qui sont à la marge. Moi, j'ai quand même pas souvent de cas qui nous remontent de clients qui nous disent ah, mais là, l'auditeur, il a dit ça alors que c'est pas ça. Non, en général, les auditeurs et la façon dont ils suivent leur grille, vous vous protégez quand même énormément. Et après, donc, pour la surveillance, question encore, hein, j'enchaîne, mais des différences entre auditeurs, entre initial et surveillance. Ça peut arriver d'avoir des personnes qui sont étonnées. Si vous connaissez d'autres démarches de certification, on a l'habitude de garder le même auditeur entre l'audit initial et la surveillance. Ici, ce qui fait qu'on change, c'est qu'on a des modalités d'audit qui sont bien différentes. C'est-à-dire, on passe de l'audit sur site et à distance. Et ce qui joue un petit peu en notre défaveur, c'est que l'audit à distance qui a été réalisé à distance en initial, forcément, quand il faut le faire sur site en surveillance, on ne va pas demander à l'auditeur qui était en région Rhône-Alpes à faire un déplacement à Toulouse pour faire l'audit sur site pour une demi-journée. Donc forcément, on va avoir des changements d'auditeurs. Ce n'est pas la seule cause qui amène un changement d'auditeur, mais c'est la principale en tout cas. Donc c'est des choses qui se justifient totalement. Et puis de toute façon, voilà, c'est des choses auxquelles nous, on sera capable de répondre si vous n'avez pas cette réponse-là. Peut-être une dernière question pour terminer. On avait une question de Grégory, je crois, pour savoir quand est-ce qu'arrivent les audits de renouvellement chez Certifopac. Alors les Dans audits combien de mois les audits de renouvellement vont commencer à être planifiés? Après ça, vous le saurez. Vous le saurez quand, Ouais, parce quand qu'effectivement, on les préviendra. premiers AS que moi j'ai fait, ça devait être en mars-avril de l'année dernière. Donc du coup,
Je pense que les audits de renouvellement, d'ici 8-9 mois, ça devrait arriver, non? Enfin, c'est déjà des questions qui se posent ou pas? Ah bah, c'est des questions qui se posent forcément, parce que quand on a déjà réalisé des surveillances, on se dirige vers la fin du cycle de certification de certains clients, et donc on se dirige vers la planification des audits de renouvellement. Mhm. Maintenant, là, c'est pas. Nous, on est encore dans la vague des audits de surveillance. Les renouvellements, ils vont arriver à partir de 2024. Parce Mhm. que en plus, ça va être les clients qui se sont fait certifier en 2020 et donc qui ont des échéances de 4 ans de validité de certificat, Ouais, ouais, d'accord. plus bah, ceux certifiés en 2021, donc 3 ans. Donc on va arriver, 2024 va être l'année du renouvellement, Ok. surtout. Et sachant que les renouvellements, l'audit doit être fait dans les 6 mois avant l'échéance du certificat. Mhm. Voilà. C'est une grosse Non, c'est variable. intéressant à savoir pour varier, enfin, varier les plaisirs, si je puis dire. Voilà, quand on fait beaucoup d'AS et beaucoup d'audits initiaux, ça peut être intéressant de se dire, bon, bah voilà, de se frotter à d'autres types Ouais. d'audits. Donc, Alors après, le renouvellement, de toute façon, ça va être comment dire, une copie de l'audit initial. C'est juste le nom qui change, mais dans la pratique, c'est un audit initial qu'on réalise à nouveau. d'accord. Il y a juste l'enjeu, oui, C'est l'enjeu juste, en change. fait, on l'appelle renouvellement parce que le client ne va pas perdre son certificat. Il va le renouveler pour un deuxième cycle. Ok. Et c'est pourquoi l'audit de renouvellement, c'est pas sa particularité, c'est qu'il doit avoir lieu avant l'échéance du certificat. Mhm. D'accord. Il y a eu deux petites questions, là, quelques questions qui sont rajoutées en dernière minute. Existe-t-il un outil de présentation vidéo consacré à l'audit de surveillance chez Certifopac? Quelqu'un veut. Oui, Maëlle, je te laisse. Oui, alors c'est Jimmy qui avait fait une vidéo sur l'audit de surveillance, mais alors par contre, moi, pour la retrouver, je ne suis pas la meilleure. Donc peut-être qu'on vous enverra le lien à ce moment-là, ou dans l'onglet documentation, toutes les vidéos sont présentes sur votre espace audit. Donc elle a forcément dû être mise en ligne ici. Oui, oui, oui. Normalement, dans la partie documentation, alors peut-être pas pour consacré à l'audit de surveillance uniquement, j'ai un doute. Il me semble qu'elle est en cours. Ouais, ouais, elle est en cours de réalisation, on l'a pas. Ouais, je confirme que ça y est pas. Je viens de regarder, donc Oui, effectivement, elle est en cours. on n'a pas de vidéo sur ce sujet-là. Alors, à savoir, bon, bah, on a beaucoup de projets hein, sur les vidéos, sur les choses, mais c'est comme tout, ça prend un certain temps à faire. Mais voilà, on va travailler dessus. Alors après, je peux pas vous annoncer une date, un délai ou autre, parce que malheureusement, c'est pas moi qui est derrière le projet. Mais de toute façon, on reviendra vers vous sur ce sujet lors de prochaines réunions d'harmonisation quand on aura plus de choses si on met, ou si on met quelque chose dans l'espace documentaire, ça sera censé s'afficher lorsque vous vous connecterez sur votre espace avec une notification. Donc vous aurez bien l'info à un moment ou à un autre. Je réponds encore à quelques questions. Après, de toute façon, on va mettre fin. Claire Bertrand, je remonte en haut, notamment sur les questions sur le règlement intérieur. Euh, Si d'autres avec moi veulent compléter, notamment peut-être Corentin, je te laisse répondre. Oui, en effet. Alors, bien sûr, il faut qu'on reste dans notre cadre, c'est-à-dire un audit qualité. Cependant, le règlement intérieur fait l'objet en fait d'un texte de loi du Code du travail, c'est-à-dire au bout de 3 mois d'existence, il faut que l'organisme de formation possède un règlement intérieur. Après, qu'il soit applicable ou non, ça en fonction de la réalisation des formations, si c'est en intra chez le client ou autre, c'est un autre souci. Cependant, si le règlement intérieur n'est pas existant au bout de 3 mois, cela peut être perçu comme une non-conformité, du coup, à l'indicateur 23 sur l'exploitation de la veille légale et réglementaire. Pas forcément sur l'indicateur 9, sur la présence, oui ou non, des modalités d'accueil et conditions de déroulement de la formation. Cependant, on peut jouer sur l'indicateur 23, sur l'aspect légal et réglementaire. Après, ce point-là, bon, c'est vraiment quand on est dans des typologies où l'organisme, il a vraiment rien de structuré, et puis qu'on commence à se poser des questions, il y a pas mal d'écarts, donc on peut potentiellement le rattacher, voilà, effectivement, à la veille réglementaire. Après, bon, l'indicateur de veille réglementaire, c'est de la veille, donc voilà, sur le champ légal, normalement, un centre de formation est censé savoir. Après,
à prendre quand même avec des pincettes dans le sens où, dans l'indicateur 9, donc comme on le dit, 8 ou 9, le règlement intérieur n'est pas obligatoire. Donc déjà, avant de demander si vous avez un règlement intérieur, c'est ben, présentez-moi votre veille réglementaire, ce que vous faites, et puis de regarder, Voilà, notre rôle, on n'est pas non plus la directe. On n'est pas l'inspection du travail. C'est pas, voilà, il faut pas non plus qu'on mélange ça. Et je pense qu'on peut vraiment garder ce point-là dans le cas où il y a quand même pas mal de choses qui vont pas et si on veut le rattacher à la veille réglementaire. Après, on s'adapte, on regarde l'organisme qu'on a en face de nous, sa capacité à répondre aux exigences dans une grande partie du référentiel, et puis son engagement surtout dans la démarche. C'est quand même ce qui reste intéressant. Cette vidéo, Voilà. il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Ce que je propose, c'est de noter ces questions et de vous faire un retour mail avec les petites questions qu'on n'aurait pas pu aborder aujourd'hui. Est-ce que moi j'étais en train de répondre à une question, mais j'ai entendu Maëlle et j'ai pas, Ah, j'ai pas écouté. non, je disais mail, mais D'accord. je proposais qu'on fasse un retour mail aux questions pour lesquelles on n'aurait pas eu le temps d'apporter de réponse. J'imagine Oui. que ça convient à tout le monde. Oui, oui, on va noter les réponses, les questions sans réponse et faire un mail en ce sens. Parfait. Et bien, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée et on vous fera un mail avec toutes les petites infos pour lesquelles on n'aurait pas eu le temps de compléter. Merci à vous. Merci à Bonne vous. journée. Merci beaucoup pour votre Bonne journée. présence. À bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. À Au bientôt. revoir.